Allez, on plonge aujourd'hui dans une histoire assez incroyable, celle du printemps de sang et de silicium. Rien que le titre, ça donne le ton, non? On va parler d'une révolution, bien sûr, mais surtout de ce qui vient après, de comment on reconstruit. Et tout ça nous projette dans un futur très très proche, un futur qui sait, pourrait bien nous concerner. Écoutez bien cette phrase. Cette année-là, le renouveau avait le goût du soufre. Waouh! En quelques mots, l'ambiance est posée. On est à Téhéran, en mars 2026. Imaginez un peu, l'espoir qui se mélange à l'odeur du sang et du combat, dans un air devenu irrespirable. Voilà, on entre direct dans le vif du sujet. Téhéran, mars 2026. C'est une ville qui retient son souffle, une capitale en pleine guerre contre elle-même. On est vraiment au bord du gouffre. D'abord, le ciel. C'est pas juste un ciel gris, hein. C'est une vraie chape de plomb. On a l'impression qu'il est lourd, qu'il pèse sur la ville, sur les gens. Les nuages, ils bougent pas, ils sont gorgés de particules. C'est à se demander si la nature elle-même n'est pas en train de retenir sa respiration. Et les rues, les grandes avenues, ce sont des cicatrices béantes. Prenez l'avenue Onguelab. Son nom veut dire révolution. Ironique, non? Avant, c'était le cœur vivant, intellectuel de la ville. Maintenant, c'est un champ de bataille. Un décor de cendres, de barricades improvisées. La tension, on pourrait la couper au couteau. Et puis, il y a l'air qu'on respire, c'est juste toxique. Un mélange corrosif. Imaginez la fumée noire et épaisse des pneus qui brûlent, mélangée à cette odeur âcre, cette brûlure des gaz lacrymogènes qui ne part jamais vraiment. Juste le fait de respirer, ça devient un acte de résistance. Chaque bouffée d'air vous rappelle que vous êtes en plein combat. Et le son de cette ville en guerre, c'est quelque chose. C'est un combat totalement asymétrique, même au niveau sonore. D'un côté, on a le tac-tac-tac froid et métallique des mitrailleuses du régime. Et de l'autre, la réponse du peuple. C'est pas des armes, c'est un vacarme assourdissant de milliers de klaxons. Un cri mécanique têtu qui hurle « On est toujours là, on ne partira pas ». Ok, mais comment on en est arrivé là? Parce que ce chaos de mars 2026, il ne sort pas de nulle part. C'est en fait le point final, l'explosion violente d'une agonie très lente, une souffrance qui s'est accumulée année après année. Regardez ce chiffre, 1 470 000 rials pour un seul dollar américain. Ce n'est pas juste un chiffre économique, c'est une sentence de mort pour toute une population. Ça veut dire que les économies de toute une vie, pouf, évaporées. Ça veut dire des pénuries alimentaires partout. La survie, ça devient un calcul de chaque instant. Et la réponse du régime face à ça, face à la faim du peuple, ce n'est pas une réponse politique, non, c'est une réponse chirurgicale, froide, une vraie stratégie de la terreur. On parle d'aveuglement systématique, d'utilisation d'agents chimiques pour paralyser les gens, de snipers sur les toits. Ce ne sont pas des accidents, c'est voulu. Le but n'est pas de disperser la foule, le but c'est de mutiler, de paralyser, de terroriser. Plus de 8 000 citoyens qui ont perdu la vue en un seul mois. C'est juste terrifiant. C'est une campagne d'une cruauté calculée, méthodique. Parce qu'en éteignant le regard de quelqu'un, on n'éteint pas que sa vue. On cherche à éteindre son avenir, son espoir, l'idée même qu'un autre monde est possible. Et dans cette situation explosive, il ne manquait qu'une étincelle. Eh bien, cette étincelle, elle va arriver le 1er mars 2026, l'événement qui va tout faire basculer, qui va libérer des décennies de rage. Le jour où le symbole ultime du régime est pulvérisé. Et là, tout s'accélère. Le matin, c'est juste une rumeur. Une frappe sur le complexe du guide suprême. L'après-midi, la rumeur devient une information officielle, il est mort. Et le soir, la libération. Les portraits géants sont arrachés, brûlés. Et tard dans la nuit, un symbole qu'on n'avait pas vu depuis des décennies refait surface partout dans la ville, le drapeau au lion et au soleil. En quelques heures à peine, la peur a complètement changé de camp. C'est un vrai tremblement de terre. La grande question c'est, pourquoi cette fois ça a marché? Pourquoi ce soulèvement a réussi là où tous les autres avaient échoué? La réponse tient en 2 points clés. 2 fissures sont apparues dans le monolithe du pouvoir. Le régime a perdu son monopole sur 2 choses, la force et l'information. Le premier point, c'est la fracture de l'armée. On les appelle les bérets verts. C'est une brigade d'élite. Et ces soldats ont fait défection. Imaginez la scène, ces troupes d'élite qui se placent entre les manifestants et les milices du régime. Ils forment un mur humain pour protéger le peuple. Là, c'est un tournant. Le bras armé du régime n'est plus un seul bloc. Une brèche énorme vient de s'ouvrir. Le deuxième point, c'est la technologie. Et plus précisément, Starlink. Le régime avait coupé tout Internet, un blackout numérique total. Mais avec ces petits terminaux satellites, les citoyens ont pu contourner la censure. C'est devenu une bouée de sauvetage pour la vérité. Ils ont pu envoyer des images, des preuves au monde entier. Ils ont pu se coordonner.
ce petit boîtier en plastique est devenu une arme de défiance massive. Allez, on fait un saut dans le temps, on avance de 4 ans. On est maintenant à Téhéran en 2030. La fumée est retombée, la révolution est passée, et maintenant, il faut reconstruire. Mais pas seulement des bâtiments, il faut reconstruire un pays sur les cendres d'un système qui était basé sur le mensonge. Et ça, c'est un chantier colossal. Et la transformation de la ville est spectaculaire. En 2026, on avait des barricades faites de débris. En 2030, ce sont des grues de construction. Les portraits des tyrans ont été remplacés par de l'art public. Les slogans de rage ont laissé place à des débats sur la gouvernance. L'espace public, qui servait à contrôler les gens, est devenu un lieu pour discuter, pour créer, pour vivre. Le moteur de cette reconstruction, c'est ce qu'on a appelé la grande révélation. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. On a ouvert les archives secrètes de l'Ancien Régime. Et là, un torrent de vérité a déferlé. La corruption, les massacres, toute l'architecture du mensonge, tout a été exposé. Et franchement, cette vague de vérité a fait plus de dégâts à la légitimité de l'ancien pouvoir que n'importe quelle bataille dans la rue. Bon, une fois que tout ça est sorti, comment on fait pour rebâtir la confiance? La nouvelle société a une idée assez radicale. Le principe, c'est de ne plus se baser sur des idéologies ou des promesses, mais sur des données, des faits, vérifiables. Ils appellent ça la gravité informationnelle. L'idée, c'est de créer un système où la vérité est tellement accessible, tellement transparente, qu'elle attire tout à elle, comme la gravité. Elle devient une force physique, impossible à ignorer. Et en pratique, ça donne quoi? Eh bien, ça veut dire un accès totalement ouvert aux archives de l'État. Ça veut dire que chaque dépense du gouvernement, chaque contrat est traçable publiquement par n'importe qui. Les procès des anciens officiels, ils sont basés sur des documents, des preuves, pas sur des vengeances. Le but, c'est que la vérité ne soit plus quelque chose que le pouvoir contrôle, mais qu'elle soit la fondation même de la société, comme les routes ou l'électricité. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question immense, une question qui reste en suspens. Après avoir vécu des décennies dans le mensonge, est-ce qu'une nation peut vraiment se reconstruire sur des bases de vérité absolue? Est-ce que cette transparence radicale est suffisante pour rebâtir la confiance? C'est peut-être ça le plus grand défi de ce nouveau monde. La question reste ouverte.